Dans cette vidéo, on va continuer à s'intéresser à la notion d'espérance d'une variable aléatoire réelle. Et on va commencer par énoncer tout un tas de propriétés qui la concernent. Ici, x et y désignent deux variables aléatoires à valeur réelle, et il y a 4 propriétés. La première, c'est l'espérance d'une constante. Pour tout lambda appartenant à R, l'espérance de cette constante lambda, c'est lambda lui-même. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la linéarité de l'espérance, et elle dit que pour toute constante lambda mu réelle, l'espérance de la combinaison linéaire lambda x plus mu y est égale à la combinaison des espérances. La troisième propriété, c'est la positivité de l'espérance. Elle dit que si une variable aléatoire x est toujours positive, c'est-à-dire que pour toute éventualité petit oméga, grand x de oméga est positif, alors l'espérance de x est elle-même positive. Ça paraît logique. Et enfin, la quatrième propriété, c'est ce qu'on appelle la croissance de l'espérance. Si grand X est toujours inférieur à grand Y, c'est-à-dire pour toute éventualité oméga, X de oméga est plus petit que Y de oméga, alors l'espérance de X est inférieure à l'espérance de Y. À ce stade, normalement, toutes ces propriétés devraient vous rappeler quelque chose, à savoir les propriétés de l'intégrale, bien sûr. Et c'est vrai que les propriétés de l'espérance sont les mêmes ou quasiment les mêmes que les propriétés de l'intégrale. D'ailleurs, en fait, pour information, dans des théories plus modernes des mathématiques du XXe siècle, la notion d'intégrale et la notion d'espérance ne sont pas deux notions différentes, mais en fait une seule et même notion. Mais bon, peu importe. Maintenant, passons à la démonstration de ces 4 points. Pour la première propriété, l'espérance d'une constante, c'est pas très compliqué. Si jamais on a une variable aléatoire qui est vraiment constante à un réel lambda, alors son espérance, par définition de l'espérance, c'est sa valeur unique, qui est lambda, fois la probabilité qu'elle vaille cette valeur, c'est-à-dire 1. Ça donne 1 fois lambda, et donc lambda. Ok. La linéarité, c'est beaucoup plus compliqué, puisque ici, on regarde l'espérance de quelque chose qui ne dépend pas que d'une seule variable aléatoire, mais de deux variables aléatoires, x et y. Donc, on sait que dans ces cas-là, il va falloir interroger la loi du couple, et ça va être plus compliqué. Laissons ça de côté pour le moment, on y reviendra plus tard. La positivité, ce n'est pas compliqué du tout. Dire qu'une variable aléatoire x est positive, c'est complètement équivalent à dire que toutes ces valeurs sont positives. Or, la définition de l'espérance, c'est la chose suivante, la somme justement sur ces valeurs petit x, des probabilités que grand X vaille petit x fois cette valeur petit x. Et là, si les x sont tous positifs, dans cette somme, tout est positif, puisque les probabilités, bon ça c'est sûr qu'elles sont positives, et puis ensuite ces valeurs petit x le sont elles-mêmes, donc comme somme de nombres positifs, espérance de x est lui-même un nombre positif et c'est gagné. Enfin, la croissance de l'espérance, ça va être exactement comme la croissance de l'intégrale, à savoir une conséquence de la positivité et de la linéarité. En effet, dire que x est inférieur à y, c'est complètement équivalent à dire que la différence des deux, y moins x, est une variable aléatoire qui est positive. Donc par positivité de l'espérance, son espérance est donc positive. Or, c'est là que la linéarité entre en jeu. L'espérance de y moins x, c'est l'espérance de y moins l'espérance de x. Donc maintenant, en faisant passer espérance de x de l'autre côté, on obtient exactement l'inégalité voulue. Il ne reste donc plus qu'à démontrer la linéarité de l'espérance. Comme je vous le disais, on peut pour cela utiliser la loi du couple, avec en fait une somme double, ça se fait très bien. Mais on va plutôt emprunter une autre voie, qui sera l'occasion de voir une autre façon de calculer une espérance. Cette autre façon simplifie beaucoup la démonstration, et de toute façon, elle est au programme, donc c'est l'occasion. Repartons de la première définition de l'espérance qu'on avait donnée. E de x est égal à la somme des PI xi, où les xi sont les valeurs possibles de grand X, et les PI les probabilités correspondantes. Ce calcul de l'espérance se réfère implicitement à ce qu'on avait appelé le système complet d'événements adapté à grand X. On peut l'interpréter comme étant une somme sur chacun de ces événements de la proba de l'événement, PI, fois la valeur que prend grand X sur cet événement, à savoir xi. Et ça a bien du sens de dire ça, puisque sur chacun de ces événements, grand X est bien constant. C'est en cela qu'on dit que ce système complet d'événements est adapté à grand X. Mais en fait, de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout le seul système complet d'événements qui est adapté à grand X. Et il y en a un d'ailleurs qui va toujours marcher, c'est le système complet d'événements le plus fin qu'on puisse imaginer, celui pour lequel chaque événement ne contient qu'une seule éventualité. Pour lui aussi, grand X est bien constant à l'intérieur de chaque événement. Vous voyez par exemple cet événement-là. Il ne contient qu'une éventualité, qu'on va noter petit oméga. Cet événement, c'est donc le singleton petit oméga. Et à l'intérieur de cet événement, il est bien juste de dire que x est constant, puisque grand X vaut x de oméga, de ce petit oméga-là. Ce système complet d'événements, il nous amène à une autre façon d'écrire grand oméga, c'est l'union sur toutes les éventualités petit oméga des singletons de oméga.
Ce découpage va nous donner une autre façon d'écrire l'espérance. Si comme on l'a fait avant, on somme sur tous les événements la proba de l'événement fois la valeur de grand X sur cet événement, eh bien on obtient que l'espérance de grand X vaut donc la somme sur toutes les éventualités de la proba du singleton oméga, ça c'est la probabilité de l'événement, fois grand X de oméga, ça c'est la valeur de grand X sur cet événement. Le passage de cette quantité à celle que l'on connaissait précédemment se fait en fait par des regroupements de termes. Par exemple, dans la formule de gauche, le terme unique P1x1, le premier, qui correspond à cet événement, qui est de probabilité P1, il est égal dans la formule de droite à la somme de trois termes, qui correspondent à ces trois événements-là de probabilité, mettons A, B, C, et qui vérifient bien sûr que A plus B plus C est égal à P1. Et c'est bien ça qui fait que ça marche, puisque quand on fait AX1 plus BX1 plus CX1 dans la formule de droite, eh bien en factorisant par x1, ça donne bien P1x1. Donc c'est bon, les deux sommes sont bien égales entre elles via des regroupements de termes. Alors vous pouvez maintenant vous demander quel est l'intérêt de cette nouvelle formule de l'espérance. En pratique, pas grand-chose en fait, on s'en sert très peu. Mais dans les démonstrations théoriques, elle est très utile parce que, regardez, l'ensemble sur lequel on fait la somme, ici, ne dépend pas de la variable aléatoire. C'est en quelque sorte une formule universelle de l'espérance. À chaque fois, en fait, on somme sur toutes les éventualités. Donc elle s'avère notamment utile pour des calculs d'espérance qui concernent plusieurs variables aléatoires. Et justement, c'est le cas dans cette propriété de linéarité de l'espérance. Allons-y, faisons la démonstration. L'espérance de lambda x plus mu y d'après notre nouvelle formule de l'espérance, c'est donc la somme sur toutes les éventualités de la probabilité de cette éventualité fois lambda x plus mu y de oméga, ce qui donne cette chose-là. Là, vous voyez, c'est là où cette formule est particulièrement utile puisqu'elle donne un résultat qui ne fait intervenir qu'un seul symbole sigma qui est universel, le même pour grand X et pour grand Y. Maintenant, par distributivité et surtout par linéarité de la somme, eh bien, ça nous donne cette quantité-là, lambda fois cette somme-là, plus mu fois cette somme-là. La première somme, on l'identifie comme étant très exactement l'espérance de x, d'après notre nouvelle formule, et la deuxième comme étant très exactement l'espérance de grand Y, ce qui donne donc finalement le bon résultat, lambda fois espérance de x plus mu fois espérance de y. Ces propriétés sur l'espérance sont vraiment très pratiques. Regardez, prenons un exemple. Si jamais on considère une variable y qui suit la loi uniforme sur l'intervalle d'entier 0n, alors dans ce cas-là, on sait, on avait déjà calculé dans une précédente vidéo que l'espérance de y vaut n sur 2. Alors si, premièrement, on veut calculer l'espérance de 2y plus 1. Précédemment, pour calculer ça, on utilisait la formule de transfert et c'était un peu laborieux. Mais maintenant, avec la linéarité de l'intégrale, plus besoin de faire ça. On peut écrire directement que c'est 2 fois l'espérance de y plus l'espérance de 1, qui vaut 1. Donc ça donne 2 fois n sur 2 plus 1, c'est-à-dire n plus 1. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que la formule de transfert. Maintenant, deuxièmement, si à l'inverse, on veut calculer l'espérance de 2 puissance y, eh bien là, l'opération qui est faite sur y n'est pas linéaire, on ne peut pas utiliser la linéarité de l'espérance, et donc il faut revenir à la formule de transfert, c'est comme ça, c'est la vie. Laissons ce calcul de côté, on le fera plus tard dans un exercice. Attention, remarque, si, comme on vient de le voir, l'espérance se comporte bien vis-à-vis des combinaisons linéaires, à l'inverse, elle ne se comporte absolument pas bien vis-à-vis du produit. En général, l'espérance d'un produit, espérance de x fois y, n'est pas du tout égale au produit des espérances. Cette non-propriété sur le produit, elle n'a en fait rien d'étonnant puisque c'est exactement la même chose pour les intégrales. On sait bien que l'intégrale d'un produit de fonction f fois g n'est pas du tout égale, en général, au produit des deux intégrales. Cela dit, on est en train de dire ici que l'espérance d'un produit n'est pas égale au produit des espérances, mais ça peut toutefois être vrai dans certains cas, et notamment dans un cas important, le cas où les variables aléatoires x et y sont indépendantes. C'est l'objet de ce théorème. Si jamais x et y sont indépendantes, alors dans ce cas, l'espérance de xy est égale au produit des espérances, à savoir espérance de x fois espérance de y. Attention tout de même, la réciproque de ce théorème est fausse. Ce n'est pas du tout parce que vous avez que cette égalité est vraie que ça implique que x et y sont indépendantes. Pas du tout. Souvenez-vous, en fait, l'espérance, c'est juste un nombre, une information très parcellaire qui ne caractérise pas du tout la loi des variables aléatoires et encore moins les rapports de dépendance qu'il y a entre ces variables aléatoires. Mais bon, voilà, toujours est-il qu'on l'a quand même dans un sens, si elles sont indépendantes, alors l'espérance du produit est égale au produit des espérances. Et en fait, ce résultat, il se généralise à n variables aléatoires. De façon générale, si x1 et xn sont n variables qui sont indépendantes entre elles, alors l'espérance de leur produit est égale au produit de leurs espérances. Avant de s'intéresser à la démonstration de ce théorème, on va tout de suite citer un corollaire qui en est une conséquence immédiate.
Il dit que si jamais x et y sont indépendantes, alors pour toute fonction f et g, des fonctions réelles qui doivent être définies au moins sur x de oméga et sur y de oméga, eh bien l'espérance de f de x fois g de y est égale au produit espérance de f de x fois espérance de g de y. C'est vraiment une conséquence immédiate du théorème précédent parce qu'en fait, souvenez-vous, on avait déjà vu que si y et x étaient deux variables qui étaient indépendantes, alors ça impliquait que f de x et g de y étaient elles-mêmes indépendantes. Donc vous voyez, à l'intérieur de cette espérance ici, les deux variables qui figurent, f de x et g de y, sont bien indépendantes entre elles, ce qui justifie, d'après le théorème précédent, que l'espérance de leur produit est égale au produit de leurs espérances. Jetons maintenant un œil à la démonstration du théorème, et notamment au cas qui est le premier qu'on doit démontrer, le cas de deux variables aléatoires qui sont indépendantes. Il y a deux passages clés dans cette démonstration. Le premier passage clé, c'est d'écrire l'espérance qui nous intéresse, c'est-à-dire l'espérance de x fois y ici, à l'aide de la formule de transfert, en interprétant ici comme une fonction du couple xy, la fonction qui prend xy et qui fait leur produit. En utilisant la formule de transfert, donc, cette espérance, elle vaut la somme, donc la somme double ici, puisqu'on se réfère à la loi du couple, des probabilités, donc là les probabilités qui concernent le couple, les probas de x égale xi, inter y égale yj, fois ensuite les valeurs de xy, qui sont donc ici petit xi fois yj. Ça, c'est la première étape, et c'est peut-être la plus difficile de toutes. Ensuite, la deuxième étape, c'est celle où on utilise l'indépendance de x et y pour dire que cette probabilité de l'intersection, c'est ici le produit des probabilités. À partir de là, en fait, c'est juste un calcul. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de la démonstration où on s'intéresse à la généralisation à n variables aléatoires, on fait une récurrence. On va maintenant voir des exemples fondamentaux d'espérance et au programme, il y en a 4. Le premier, c'est le cas d'une variable aléatoire qui est ce qu'on appelle l'indicatrice d'un événement grand A. Ce qu'on appelle l'indicatrice de A, c'est vraiment une variable aléatoire très simple qui vaut 1 si jamais A se réalise et qui vaut 0 si jamais grand A ne se réalise pas. Par définition, les valeurs possibles de grand X dans ce cas-là, c'est donc 0 et 1. L'espérance de grand X, à ce moment-là, par définition, elle vaut P de X égale 1 fois 1, plus la probabilité que X vaille 0 fois 0. C'est donc la probabilité que X vaille 1, et c'est donc tout simplement la probabilité de ce fameux événement grand A. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à retenir ici de cet exemple, si ce n'est juste la définition de ce qu'on appelle l'indicatrice d'un événement A. Ensuite, deuxième exemple qu'on a pas mal rencontré, c'est le cas d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur un ensemble de réels, les x1, xn. Pour rappel, les valeurs possibles de grand X, ce sont ces xi, et les probabilités, elles valent toutes 1 sur n, c'est la définition de la loi uniforme. Dans ce cas-là, l'espérance de grand X, c'est la somme des 1 sur n fois xi, et comme 1 sur n est une constante dans cette somme, il sort, c'est donc 1 sur n fois la somme des xi, c'est-à-dire la moyenne des xi, au sens traditionnel de la moyenne. Bon, on en avait déjà en fait parlé. Troisième exemple, simple mais très important, c'est le cas d'une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Petit rappel, dans ce cas-là, les valeurs possibles de grand X, c'est 0 et 1. La probabilité que X vaille 1, c'est P, ce fameux paramètre. Et la probabilité que X vaille 0, c'est 1 moins P. Dans ce cas-là, l'espérance de grand X, ça se calcule facilement. C'est donc par définition proba que X vaille 1 fois 1, plus probabilité que X vaille 0 fois 0, c'est-à-dire, tout ça est égal à la probabilité que X vaille 1, c'est-à-dire P. Ça, chers amis, ça s'apprend vraiment par cœur. L'espérance d'une loi de Bernoulli de paramètre P, c'est écrit dessus, c'est P. Le quatrième exemple, qui est en fait largement le plus important, c'est l'exemple d'une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre NP. Dans ce cas-là, les valeurs possibles de grand X sont les entiers compris entre 0 et n, et les probabilités que X vaille chacun des k, des entiers k compris entre 0 et n, c'est k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Dans cette situation, pour calculer l'espérance de x, il y a un peu plusieurs manières de procéder, plus ou moins malines. Si jamais on prend le problème par le biais de la définition de l'espérance. Alors l'espérance de x, c'est la somme sur les valeurs, donc la somme pour k allant de 0 à n, des probabilités, qui valent donc ça, fois les valeurs, c'est-à-dire fois k, pour k allant justement de 0 à n. Et en fait, cette somme, elle n'est absolument pas simple à calculer. C'est pas une somme arithmétique, c'est pas une somme géométrique non plus, c'est pas non plus un binôme de Newton, puisque quand vous regardez la dépendance en k ici là-dedans, vous avez le k parmi n, vous avez le p puissance k, donc là ici c'est une progression géométrique, mais fois k, où k c'est une progression arithmétique, donc en fait ça n'est rien de tout ça. Alors je dis pas que c'est impossible de calculer cette somme, mais ça demande un peu de travail, un peu de calcul algébrique. Mais c'est une mauvaise piste. En fait, il y a une bien meilleure piste qui permet d'avoir l'espérance de grand X de manière beaucoup plus rapide, c'est de se souvenir d'où vient la loi binomiale.
La loi binomiale, c'est la loi que suit une somme de variables aléatoires, x1 plus x2 jusqu'à plus xn, où, premièrement, chacun des xi suit une loi de Bernoulli, de paramètre p, avec le même paramètre p pour tous les xi, et puis où, deuxièmement, les xi sont indépendants, bon, même si ici, cette hypothèse, on ne va pas trop s'en servir. Le fait d'écrire grand X sous cette forme-là, une somme, eh bien, ça va permettre d'obtenir son espérance très facilement grâce à la linéarité de l'espérance. L'espérance de grand X, ça va être donc la somme des espérances, espérance de x1 plus espérance de x2, etc. jusqu'à plus espérance de xn. Comme les xi suivent la loi de Bernoulli de paramètre p, leur espérance à tous, elle vaut tous p. Donc cette quantité, elle vaut p plus p plus p plus p, c'est-à-dire n fois p. Voilà, ça aussi, chers amis, ça s'apprend vraiment par cœur. L'espérance de la loi binomiale de paramètre np, c'est écrit dessus, c'est n fois p. Alors au passage, vous pouvez d'ailleurs remarquer que ce résultat n fois p, en fait, il est tout à fait intuitif et vous-même, vous pouvez l'utiliser de manière intuitive dans votre vie. Par exemple, si jamais vous faites 100 lancers d'une pièce équilibrée, le nombre de piles que vous pouvez espérer, au sens de l'espérance, ça va bien être 50. Et ce 50, vous l'avez obtenu en faisant 100 fois 1,5, c'est-à-dire en faisant n fois p. Enfin, si jamais on représente les distributions de probabilité des lois binomiales, là on l'a fait à gauche pour p est égal à 0,2 et à droite pour p est égal à 0,75, en fait cette espérance n fois p, non seulement c'est donc la valeur de l'espérance, mais c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une valeur un peu typique de la loi binomiale, au sens où les valeurs qui sont les plus probables de la loi binomiale, ce sont justement les valeurs qui sont proches de n fois p, qui sont autour de cette valeur. Passons maintenant au plus important, à savoir la pratique. Voici un petit exercice où on considère deux variables x et y qui sont supposées indépendantes, ça a son importance. X suit une loi de Bernoulli et y suit une loi uniforme. Alors pour rappel, on avait déjà calculé l'espérance de cette loi uniforme précise, il s'agissait ici de n sur 2. Voilà, vous pouvez utiliser ce résultat. On a 5 espérances à calculer, mettez pause dans la vidéo, faites-le et on corrige juste après. Passons à la correction. Alors, pour rappel, l'espérance de x, on le sait, c'est p, on vient de le voir juste avant. Première question, l'espérance de 3x plus 2, on va pouvoir la calculer immédiatement en utilisant la linéarité de l'intégrale, et ça nous donne 3p plus 2, puisque comme on vient de le dire, espérance de x, ça vaut p. Ensuite, deuxième espérance de e de x, là, c'est pas linéaire, on est obligé d'utiliser la formule de transfert. En même temps, c'est pas très long, parce qu'il n'y a que deux valeurs possibles à e de grand x, et donc on trouve le résultat sans difficulté. Troisième question, l'espérance de 2y plus x, là c'est linéaire, on peut utiliser la linéarité de l'espérance et ça nous donne immédiatement le résultat qui vaut n plus p. Quatrième espérance ici, là il va falloir un petit peu plus travailler. Alors d'abord, puisqu'il y a un moins, on va pouvoir utiliser la linéarité de l'espérance. Et puis ensuite, là sur l'espérance de ce produit, on va pouvoir utiliser l'indépendance de x et y, puisque grand y d'une part et exponentielle de grand x plus 3 sont deux variables qui sont indépendantes. Ce qui fait que ici, l'espérance de ce produit, c'est le produit des deux espérances. Alors là-dedans, la constante exponentielle de 3, on peut la mettre en facteur, c'est juste une constante multiplicative par propriété ici de l'exponentielle. Et donc ça nous donne des quantités qu'on a déjà calculées, ce qui nous donne finalement le résultat final. Enfin, cinquième espérance de 2 puissance y, là il n'y a pas de linéarité possible non plus, on est obligé d'utiliser la formule de transfert. En même temps, cette formule de transfert, elle fait intervenir ici une somme géométrique, la somme des 2 puissance k, donc c'est bon, on sait faire, on calcule et on a gagné.